Salut à tous, c'est Bismart. On est de retour. Deux grands sujets au cœur de nos réflexions, alors je veux dire de nos préoccupations. De vos préoccupations, je pense, pour certains d'entre vous. Et si ce n'est pas au cœur de vos préoccupations, il faut que ça le devienne. Voilà, premier point. Puis deuxième point, au cœur de nos réflexions politiques, sociétales. Au cœur de nos préoccupations, quoi? La Chine. Qu'est-ce qui se passe en Chine aujourd'hui? Cette espèce d'immense point d'interrogation, en tout cas pour moi. Donc on a le gars qui... il passe quand même la moitié du temps, David, en Chine, qui va nous essayer de nous éclairer un tout petit peu, pour peu d'ailleurs que la situation, il soit possible de l'éclairer. Et puis ensuite, débat passionnant, je vous en ai déjà parlé dans cette émission, le bouquin de Guillaume Bazot qui s'appelle L'épouvantail néolibéral, un mal très français. C'est de l'économie avec des chiffres. Voilà, c'est... tout ce que l'économie peut apporter en termes scientifiques, on va le dire comme ça, qui vous dit que non, les inégalités ne se creusent pas, que non, il n'y a pas plus de pauvres, que non, la part du capital n'est pas plus importante dans le partage de la valeur ajoutée. Mais on verra tout ça avec Guillaume Bazot. C'est parti, c'est Bismart. Donc, on démarre avec David Bavrez. Bonjour David, investisseur, merci de revenir nous voir. Entre guillemets, j'ai mis situation complexe et grave. C'est le Premier ministre lui-même, Li Keqiang, c'est ça, qui l'a dit. Qu'il a dit il y a 3 semaines, je crois que c'est à peu près ça, notamment en parlant du taux d'emploi. Alors c'est le truc qui m'a le plus surpris. Taux de chômage à 6%, certains économistes disent que c'est peut-être le double. Taux de chômage des jeunes au-dessus de 18%. Résultat évidemment des interminables confinements. On en est où aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut... Alors d'abord, juste sur la politique zéro Covid, et puis ensuite on ira peut-être sur la stratégie plus large du pouvoir chinois, le peu qu'on peut en savoir aujourd'hui. Oui, alors... Mais sur la stratégie zéro Covid, on en est où? Complexe, la Chine a toujours été complexe. Est-ce que c'est grave, docteur? C'est lui qui l'a dit, c'est Li Keqiang. Exactement, et il a dit 75 fois le mot stabilité, ce qui vous prouve que la Chine n'a jamais été aussi instable. Ah ouais. Et pourquoi elle est aussi instable? C'est que vous avez 4 crises pour le prix d'une. Vous avez la crise du Covid que vous mentionnez. Donc c'est la plus frappante, mais pour moi c'est la moins structurante, parce que le Covid à un moment il va disparaître. La seconde, c'est la crise diplomatique. On a parié sur la Russie contre l'Occident quand les exportations chinoises envers l'Occident, c'est 500 milliards de surplus commercial qui sont à risque. La troisième, c'est une crise immobilière qui est l'équivalent du subprime aux États-Unis en 2008. Et la dernière, qui est la plus structurante, dont personne ne parle à ce stade, c'est une crise de gouvernance, c'est une attaque contre le secteur privé, parce que ce gouvernement croit dans le capitalisme d'État. Et donc c'est ça pour moi le vrai sujet du 3e mandat qui va commencer. Alors allons-y, on a une petite vingtaine de minutes. Crise Covid. Je vais te le dire avec beauté, ils sont devenus fous avec cette histoire de zéro Covid. On a vu des scènes, David, tu es d'accord avec moi, on a vu des scènes qui sont arrivées jusqu'à nous, d'immeubles de Shanghai en complet confinement, où on a appris d'ailleurs que les gens n'avaient pas à bouffer, et des types qui se mettaient à la fenêtre pour hurler. On n'a vu ça dans aucun pays au monde à ce point-là. C'est la priorité donnée à l'idéologie par opposition à la rationalité économique. La manière de raisonner, c'est dans 30 ans, les livres d'histoire diront, la crise du Covid, en 2020-2022, il y avait un pays qui a su la traiter, c'est la Chine, elle a eu 14 000 morts. Les États-Unis, plus d'1 million, l'Europe, plus d'1 million. Les Chinois ont mouliné un scénario live with Covid, comme Singapour, ils sont à 1,5 million de morts. Donc ils perdent vis-à-vis des US. Donc il y a une idéologie, il faut bien comprendre ces décisions qui nous paraissent absurdes vues de Paris, c'est qu'elles sont, elles sont déterminées. C'est une sorte de match de foot au nombre de morts. Alors malheureusement, ce n'est pas un match de foot, c'est la guerre. C'est-à-dire que moi, ce qui me frappe, c'est que quand je suis à Hong Kong, c'est la guerre. Parce que tous les matins, quand j'ouvre le journal, je me dis quel est le missile que les US ont envoyé à la Chine et quel est le missile que la Chine a envoyé sur les US. Donc ça peut être... Alors c'est pas de la guerre, c'est en termes économiques. Je comprends. Donc c'est Ping An, le premier assureur chinois, qui dit HSBC doit être splitté en deux, je veux une partie asiatique, une partie occidentale. C'est le décret que toutes les sociétés étatiques doivent en 4 semaines se débarrasser de tous les computers Dell, HP remplacés par Lenovo. C'est le pétrolier CNOOC qui dit je vends tous mes actifs, il y a pour entre 10 et 20 milliards de dollars, donc c'est pas petit, au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, parce que je sais que je vais avoir des sanctions quand je vais racheter. C'est la compagnie nationale pétrolière chinoise, CNOC. Voilà. À l'étranger. Ouais. Et qui dit, je vais avoir des sanctions. Le jour où je vais racheter des actifs russes, on va me les saisir.
Donc je les vends maintenant, je ne fais pas le coup de BP à me faire voler 25 milliards chez Rosneft. Donc, ça veut dire qu'ils préparent le rachat des actifs russes, là, en faisant ça. Ça veut dire qu'ils préparent le découplage du monde. C'est-à-dire qu'il y a une vision, le monde, nous retournons à une logique de bloc, et il va y avoir un bloc. La vraie guerre, c'est la désoccidentalisation de la gouvernance mondiale. Mais il peut pas. Alors, parce que tes 4 crises, c'est ça que c'était passionnant, parce que toutes sont liées évidemment. Absolument. Il peut pas aujourd'hui. C'est-à-dire que l'usine du monde a besoin du monde pour acheter ses produits. Alors, c'est ça la beauté, c'est que quand on est en économie, quand je suis à Paris, je suis en économie de paix. Là, c'est merveilleux, il fait beau, tous les restos sont pleins, c'est parfait. Quand je suis à Hong Kong, je suis en économie de guerre. La différence, c'est que l'économie de paix, c'est ce que j'ai connu jusqu'à présent, on est déterminé par la demande de consommateurs. L'économie de guerre, on est déterminé par l'offre. C'est-à-dire qu'en 1942, nos grands-mères allaient chez Beurre au fromage, ils ne disaient pas « je veux du camembert ou du Saint-Martin ». On disait « il y a juste de la tome de Savoie et vous n'avez que ça ». Et donc la Chine fait le pari de la production. Les 20 dernières années, on a fait, vous vous souvenez, le modèle américain, fabless, je crée de l'intelligence chez moi et je fais... Bien sûr, non, mais ça, je comprends ça. À l'autre bout du monde, mais, parce que on est en paix et la mais si tu dis le pari de la production, mais la production, il va falloir qu'ils la vendent, cette production. S'ils découplent totalement, s'ils s'exposent aux sanctions américaines... La beauté, c'est qu'on ne se rend pas compte, et on va s'en rendre compte maintenant, que un tiers des biens intermédiaires de toutes les exportations mondiales sont fabriqués en Chine. Voilà, et qu'on ne peut pas s'en passer. On est d'accord. Voilà. Et donc, il y a une vision... Il y a interview fascinante du ministre des Affaires, du ministre des Finances allemand, il y a 3 semaines, qui dit, en fait, l'Allemagne a commis une erreur, c'est de croire au bilatéralisme. Bien sûr. On a fait du gaz avec la Russie, de la défense avec les US et de la sous-traitance avec la Chine. Et ça nous pète au nez. Et donc, la Chine, elle, dit, moi, je crois au découpling, parce que comme j'ai le manufacturing, je vais être en position de force. Et nous, on doit dire, le bilatéralisme, ça ne marche plus parce qu'on va se faire avoir par les Chinois. Et il faut qu'on ait une stratégie Chine plus 1 en construisant des supply chains alternatives. Par exemple, dans le reste de l'Asie. Mais ça va prendre un peu de temps. Ça, c'est ce que disent les donneurs d'ordre occidentaux, on est d'accord. Absolument. Voilà, ça, c'est ce que disent les donneurs d'ordre occidentaux. Exactement, parce qu'autrement, on voit bien Apple, prenons l'exemple d'Apple. Apple, 90% des produits d'Apple sont faits en Chine. Ouais. Là, ils ont, de manière triomphale, ils ont dit on va aller en Inde, on va passer de 3,5 à 7%. Ouais. Bon, ça ne change pas vraiment les Voilà, c'est ça. Donc, le pari de Xi Jinping, et c'est pour ça qu'il va y avoir un fort ralentissement chinois, c'est de dire je ne me développe pas par les services comme les États-Unis. Parce que ça va faire que mes citoyens vont développer le libre arbitre et ça va finir en démocratie. On va y aller, on va parler de la tech, on va y aller dans un instant, effectivement. Mais à l'inverse, ce que je veux, c'est monter en gamme. C'est le modèle allemand. Je veux monter en gamme en manufacturing à forte valeur ajoutée, avec des salaires très bas, ce qui fait que je serai très compétitif. J'ai un surplus commercial, un surplus de la balance des paiements, j'ai une monnaie qui monte et qui est crédible, et c'est comme ça que je vais chercher à... C'est un jeu super dangereux, David, parce que le Chine plus 1, le plus 1, il peut quand même... C'était une statistique formidable que nous avait donnée un important cabinet d'audit sur les demandes d'audit qui sont faites aujourd'hui par les grands donneurs d'ordre occidentaux. La Chine s'effondre. Le Mexique monte en puissance de manière très très rapide. L'Inde monte en puissance de manière très très rapide. Donc les paires de marché... Une grande banque d'affaires la semaine dernière qui a demandé aux directeurs financiers, aussi bien de sociétés chinoises qu'étrangères en Chine, et ils disent, on va, entre guillemets, on ne va pas délocaliser, mais notre investissement marginal aujourd'hui, on le met au Japon, en Corée du Sud et à Taïwan. Parce qu'on veut, c'est là qu'on veut sécuriser notre approvisionnement. Donc on est en économie de guerre, c'est l'intendance. L'intendance ne suivra pas. C'est ça. Et donc, dans toutes les sociétés, c'est le chef de la production maintenant que tout le monde écoute. Alors qu'avant, c'était le directeur des ventes. Et ça s'inverse. Je reviens sur le zéro Covid. À un moment, il ne risque pas. Alors là, visiblement, les choses se sont calmées. Le Covid, c'est juste le Covid qui s'est calmé. C'est pas les choses, c'est le Covid. Il va revenir. Même, c'est ça que je trouve fascinant, c'est que même la Nouvelle-Zélande, s'il y a un endroit là, tu as une petite île avec pas beaucoup de monde, même la Nouvelle-Zélande n'y est pas arrivée. Comment ils peuvent croire y arriver? C'est là où c'est fou. Profitons plutôt que de les critiquer. Profitons de l'occasion pour leur dire, le coût de la coopération, c'est quoi? Si vous prenez BioNTech, vous ne prenez pas de technologie américaine, prenez de la technologie européenne, BioNTech. Pour 40 milliards de dollars, on vous
vaccine toute votre population de manière très efficace. C'est une journée de PNB. Donc le coût, mais ça, c'est le coût de inacceptable. la non-coopération pour vous, Chinois, est très supérieur au coût de la coopération avec l'Europe. C'est ça le message qu'on doit développer. Et donc il faut comprendre. Et il peut passer ce message ? Ah ben il va passer au forceps, hein, il va pas passer tout seul, ça va de soi, parce qu'ils vont d'abord s'enfermer en disant le découplage, nous n'avons besoin de personne. Et on sait très bien que chaque fois que la Chine s'est fermée historiquement, elle était dans le mur. Mais c'est ça le travail qu'il faut qu'on fasse. Donc il faut qu'on leur dise, plutôt que le découplage, passons du bilatéralisme au trilatéralisme. Et développons les choses en face. Et on ne va pas s'aligner systématiquement sur les Américains et on est prêt à faire des choses avec vous. Alors, c'est là que alors je ne sais plus si c'était ta deuxième ou ta troisième crise, c'est ta deuxième crise. C'est là que ta deuxième crise tombe mal. Parce que tenir ce discours-là, au moment où la Chine... Mais alors ça a l'air d'être clair pour toi. Moi j'avais l'impression que c'était moins clair. Soutient ou soutient pas Poutine ou regarde un peu ce qu'il fait. Trouve que quand même il déconne un petit peu et que... Alors, n'importe qui a négocié avec les Chinois quand ils sont 10 fois plus forts, parce que le PNB chinois est 10 fois celui de la Russie, qu'on sait qu'il va y avoir un pipeline de gaz qui va emmener tout le gaz qu'il y a en Europe vers la Chine à partir de 2028-2030. C'est-à-dire que c'est un business qui n'a qu'un client à la sortie qui s'appelle la Chine. Ben, tout le monde sait que quand on négocie avec la Chine, que la Chine est le seul client et que la Chine est 10 fois plus grosse, on se fait plumer. Ouais. Donc il va de soi que, de manière ultime, la Russie se fera plumer. Ouais. Et donc ça, il faut qu'on travaille avec nos amis russes en leur disant... Mais c'est plus nos amis, voilà. David, c'est pas possible. Exactement, tu peux pas dire nos amis russes. Alors ça, je le reconnais en plus. Et ça va prendre du temps. C'est un peu ironique, hein, les amis russes. Ah d'accord. Non, parce que ça... Et donc, tu sais, c'est pas très très loin des formules de Macron. On en pense ce qu'on veut, mais il faut pas humilier la Russie, etc. Machin, tout ça. Il faut quand même vous rendre un hommage au président Macron d'avoir réussi à réunir à la fois les Russes et les Ukrainiens sur une chose. C'est quand il y en a un qui parle 10 minutes pour rien dire, il dit « arrête de macroner ». Donc au moins, ils sont d'accord là-dessus. Mais nous, ce qu'on doit faire, ce qui est intéressant sur cette guerre, c'est que d'abord, cette guerre, elle n'est pas du tout russo-ukrainienne quand on vient... Non, mais restons sur la Chine, David, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, il y a beaucoup de choses à dire. Restons sur la Chine. Pour toi, le choix, il est purement cynique. C'est-à-dire, il y a une masse de matières premières à siphonner, on va la siphonner, et comme les Russes sont à genoux, on va la siphonner à bas prix. Bien évidemment, la Chine obtient les hydrocarbures, le pétrole à $65 plutôt que 120, et nous, occidentaux, on achète le gaz de schiste aux US à 5 fois le prix de gaz. Bien sûr. Donc on se fait plumer des deux côtés. Bien sûr. Russie et Europe se font plumer. Mais ça veut dire que ça n'ira pas jusqu'à un soutien militaire. Non, il y aura certainement pas de soutien militaire. Même livraison d'armes, livraison de munitions, choses comme ça. Ce qu'il va y avoir, c'est des deals pétroliers qui font que les US vont lancer des sanctions contre la Chine, mais ça, il faut sans doute attendre 2024, quand le président Trump reviendra. Il y aura une politique de containment, comme ils disent, très très forte, jusqu'à ce que la Chine s'enferme dans un capitalisme d'État. C'est 1980, la guerre d'Afghanistan, qui débouche en 89 sur la chute du mur. Donc là, l'idée, c'est de faire du containment, la Chine, à partir de 2000. Là, pour l'instant, il n'y a pas besoin de taper sur la Chine, l'économie est au trou. Donc les États-Unis attendent que l'économie remonte, et là, ils vont leur couper toute la tech américaine, sur laquelle la Chine ne peut pas se développer. Ça va être très dur. Il y aura sans doute une intervention sur Taïwan. Et ensuite, la Chine va développer... Mais non, tu peux pas me dire... Donc, j'entends quand Trump reviendra. OK. Mais tu peux pas me dire il va y avoir une intervention sur Taïwan après ce qu'ont dit les Américains. Mais bien sûr que si. Surtout si c'est Trump qui est là à ce moment-là, d'ailleurs. Quel est le principe ? Le président Xi va avoir un troisième mandat, ce qui n'est pas prévu, normalement, par les us et coutumes. Et son argument, c'est quoi ? C'est de dire, naturellement, il y a beaucoup de contre-pouvoirs en Chine. Il n'y a pas une Chine, mais il y a deux Chines. Il y a la Chine des réformateurs et la Chine des conservateurs. C'est comme chez nous, tout le monde n'est pas d'accord. Et son argument, c'est de dire qui a eu un troisième mandat au XXe siècle alors qu'il n'y avait pas droit normalement ? C'est Roosevelt pendant la guerre. Parce qu'il a dit c'est la guerre. Et donc, le président Xi dit à tout le Politburo, à tout le Congrès, il n'y a que moi qui peux faire la guerre contre les Américains et il n'y a que moi qui peux ramener Taïwan. Donc, Taïwan fait le troisième mandat. Et le troisième mandat fait Taïwan. Ça ne veut pas dire que ça va être militaire. D'accord. Mais juste, Taïwan a 15 jours de réserve de LNG et 90 jours de réserve de pétrole. 90% vient par bateau. Donc il n'y a pas besoin d'être un génie pour voir ce qu'on peut faire pour encercler Taïwan sans faire la guerre.
Donc il va y avoir une et ça va se passer à un moment. Bon. Naturellement, c'est pas garanti, mais c'est oui, en tout cas, une hypothèse de travail à partir de laquelle j'entends. Et alors, c'est ce qui sous-tend de toute façon tout ce qui se passe en ce moment, c'est ce fameux. Donc, c'est quoi? C'est congrès du Parti communiste chinois qui aura lieu en octobre-novembre. Voilà. Et qu'il va falloir regarder de très près pour comprendre ce qu'on appelle le comité permanent. Donc il y a 6 personnes autour de Xi Jinping qui dirigent. Savoir qui sont ces 6 et qui sont tous à la botte de Xi Jinping, ou est-ce qu'il y en a par exemple 3 à sa botte et 3 qui représentent l'opposition après le confinement de Shanghai, qui a montré que si on laissait Xi faire ce qu'il voulait, la consommation faisait moins 11% au mois d'avril. Et ça, en Chine, c'est pas possible. Voilà, et on revient sur ces chiffres de chômage des jeunes, qui sont quand même absolument très préoccupants pour eux, j'imagine. C'est une source de tension sociale qu'ils ont du mal à tolérer. Officiellement, ils sont de 25% chez les jeunes, enfin 15%. En réalité, on est sans doute à un tiers ou la moitié. Ouais. Et puis surtout, vous êtes embauché à $700 par mois. C'est pas 7 000 $. Mais donc ça veut dire qu'il y a aujourd'hui, alors comme on dit dans les journaux télévisés, au cœur de la cité interdite, il y a aujourd'hui des luttes d'influence. Ah mais bien évidemment. Fortes. Elles n'ont jamais cessé, David? Il y a toujours eu des luttes d'influence. Et je dis, mais elles sont à l'intérieur du parti, elles sont entre Pékin et les régions, elles sont entre la jeunesse et le gouvernement, elles sont à l'intérieur de la jeunesse entre ce qu'on appelle les Gen Z et les millennials. Les millennials, donc les gens qui ont 25-40 ans, ils ont été élevés de 2000 à 2015 quand la Chine s'est ouverte. Voilà. Donc ils sont très ouverts d'esprit. Ouais. Ils ne sont pas occidentaux, mais ils sont très ouverts d'esprit. Les Gen Z, ceux qui sont 15-25 ans, ont toujours connu la Chine contre Trump. Et donc ils sont anti-américains et ils sont loups guerriers à dire « je suis prêt à tous les sacrifices pour qu'on gagne ». Contre les États-Unis. C'est pour ça que vous avez 25 millions de personnes qui ont été enfermées à Shanghai, à qui on n'a pas donné de la nourriture tous les jours, pour dire, mais vous savez, en période de guerre, c'est normal qu'on n'ait pas à manger tous les jours. Donc ce qui vous semble... Ça, c'est ce qui se disait, ça c'est ce qui se disait, parce que tu y étais à ce moment-là, de toute façon. Parce que c'est pas nous ce qu'on entendait, nous, c'est pas les échos qu'on a eus. Les échos qu'on a eus étaient, mon Dieu... Le président Macron dit, quoi qu'il en coûte, le président Xi dit à sa population, quoi qu'il vous en coûte, mais avec ça, on va gagner contre les Américains. Excellent. Quoi qu'il en coûte, quoi qu'il vous en coûte. Et ça parce qu'on est sur une partie de la population chauffée à blanc contre les Américains, c'est pas prendre le risque d'allumer un nouveau Tiananmen. 2020-2035, Chine moderne. 2035-2049, Chine prospère. 2049, Chine numéro 1 mondiale. Et vous tenez toute une population... Parce que ce qu'on a pu en Europe, il y a un objectif commun pour les enfants, la génération d'après, et je suis prêt à tous les sacrifices. Extrêmement difficile à comprendre pour nous. Ouais, mais tu l'expliques remarquablement bien, sauf que s'il y a cette pression sur la tech, s'il y a cette pression sur les jeux vidéo, s'il y a cette pression sur Alibaba, c'est quand même que c'est pas aussi simple et qu'il a peur d'effet de bord quand même. Il veut reprendre le contrôle là-dessus. Le mot clé, contrôle. Donc, j'accepte un très fort ralentissement économique. La Chine va croître maintenant de l'ordre de 2 d'ici à la fin de la décennie, c'est 2 à 3%. C'est un pays comme les autres. Donc, c'est la fin des 40 glorieuses, 1980-2020, fin de l'endettement massif. J'emprunte et j'achète des pompes Gucci, des baskets à $1000, c'est terminé. Et comme me disait un de mes amis ici à Paris, il me disait, on pourrait peut-être aussi en France signer la fin des 30 glandeuses. Et donc la Chine, c'est la fin des... C'est pas 40... au programme, David. Je connais pas bien la Chine, mais je connais bien, c'est pas au programme. La Chine, c'est la fin des 40 en disant on doit se restructurer parce que y a que comme ça qu'on va gagner contre les États-Unis. On peut plus vivre d'endettement. Donc l'endettement chinois, privé plus public, 270% du PNB, il est capé depuis 2017. Donc c'est pour ça que ça ralentit. Nous, si on n'avait pas mis 25 points de dette durant le Covid, évidemment, voilà. On serait par terre. C'est ce qu'a fait la Chine. Évidemment. C'est ce qu'a fait la Chine. En disant, on ne va pas au-delà. Donc après, et l'ajustement, il va être monétaire. Mais alors attends, parce que moi, j'ai pas oublié ta 4e crise, qui est, on sait ce que c'est que des crises immobilières. Il va falloir qu'il la traite quand même, cette crise immobilière. Et cette crise immobilière, elle ne peut se traiter qu'en rachetant les dettes. Elle ne peut se traiter qu'avec des injections monétaires assez massives quand même. Étendre et prétendre. C'est ce que fait le private equity aujourd'hui chez nous, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il va y avoir une différence entre ce qu'on appelle les tier 1 et tier 2, donc tier 1 et tier 2, donc les grandes villes, où chaque Chinois rêve d'acheter un appartement à Pékin ou Shanghai, même s'il est surévalué. Et par contre, ce qu'on appelle les tier 3, tier 4, donc les provinces reculées, là, il y a un ajustement massif de l'ordre à
30 à 40%. Et donc on va détruire le capital, on va faire des write-off, Non, mais ça veut on n'a dire pas le que- choix. Non, oui, mais ça veut dire surtout que c'était l'effet richesse qui tirait la consommation. Ouais. Et donc ça veut dire que la consommation de masse va décevoir en Chine. La réalité va être exactement l'inverse du gouvernement. Aucun rééquilibrage par la consommation, de l'accélération de la consommation intérieure, ça n'aura pas lieu. Et au contraire, c'est l'Allemagne. Et au contraire, des champions mondiaux exportateurs autour de 2 thèmes, l'automatisation et la décarbonisation. Donc ce qu'on voit dans le solaire, ce qu'on voit dans la batterie électrique, où ils sont en train de construire des champions mondiaux qui vont être semi-étatiques. Et il peut tenir. Ça, c'est dangereux pour nous. Et pour tenir, il faut que vous teniez votre population, d'où un État de plus en plus autoritaire. Et voilà, c'est ça. État autoritaire, et on fait passer la pilule par l'état de guerre, Exactement. l'Amérique veut nous détruire, etc. Et le grand Et on a un renfermement. objectif commun. Et on a un objectif commun. Donc une situation très complexe et grave, j'allais dire, c'est très instable plutôt que grave. Parce qu'en même temps, ils ont les meilleurs entrepreneurs privés du monde. Donc c'est ça qui fait tourner le pays. S'il leur coupe les jambes, moi, Eh je ben, dis, voilà, les gars qui voient, il est où Jack Ma là, on le revoit, on le Alors, revoit il se pas, trouve que etc. Jack Ma, tout le monde le déteste, hein, parce que la manière dont il traitait les PME, vous ne trouvez pas une personne pour défendre Jack Ma en Chine. Ça, mais c'est par contre tout ce qui fait le tissu industriel de toutes les petites PME qui aujourd'hui sont à sec, n'ont plus de trésorerie et à qui les banques n'ont pas prêté. Donc c'est pour ça qu'il y a un chômage sous-jacent qui est extrêmement important et c'est pour ça qu'il faut impérativement que ça reprenne. Et vous aurez noté que depuis le mois d'avril-mai, le news flow marginal est positif et que les choses progressent de manière séquentielle. Sauf qu'il va se retrouver comme nous avec le variant du variant du variant. Et que s'il est toujours obsédé par le zéro Covid, il va être à nouveau obligé de casser son PIB et de détruire. Et c'est la raison pour laquelle, quand on est chinois, on dit on va faire un zéro dynamique Covid. C'est-à-dire que vous dites tout et son contraire. Et ils vont s'adapter, comme l'a fait Shanghai jusqu'il y a quelques mois. Merci David. David Bavrez. Comme ils disent dans le Sud, on n'a pas le cul sorti des ronces. Voilà. David Bavrez, donc, qui était avec nous sur Bismart. On repart avec Guillaume Bazot. Bonjour Guillaume, économiste, économiste, essayiste, et donc l'épouvantail néolibéral, un mal très français. Je ne sais pas si on a le... Oui, bravo. Formidable. Il faut être entouré de gens qui pensent à votre place et comme ça fonctionne. Donc bravo. Alors, allons-y. Le sujet, je veux qu'on commence parce que c'est le premier truc qui m'a frappé dans ton bouquin. Je tiens à le dire d'ailleurs d'un mot, comme je l'avais dit d'ailleurs pour le bouquin de Thomas Philippon ou pour le bouquin de Jérôme Matisse, c'est des bouquins qui sont en plus bien écrits. Donc c'est des économistes qui se donnent un peu de mal pour écrire. Bah oui, mais ça change tout quoi quand même. Voilà. Alors, il faut commencer avec cette distinction entre idée utile et idée vraie. Raconte-moi ça, Guillaume, parce que ça structure, en fait, tout le bouquin, et ça structure, je pense, mesdames et messieurs, le mal que vous avez, vous, à essayer de convaincre. Donc, vas-y. Bah, en réalité, c'est assez simple. Il y a des idées qui sont plus faciles à porter que d'autres. Ouais. Donc ça, c'est les idées utiles. Et il y a des idées qui, elles, sont relativement indépendantes de cette facilité. Et qui donc, elles, il faut faire une démonstration. On cherche des données, on cherche des informations pour essayer de montrer que cette idée correspond à une réalité. Donc c'est cette distinction, et donc c'est parfaitement orthogonal au sens où certaines idées sont utiles et vraies. Donc tant mieux, ces idées-là, elles sont faciles à diffuser, puisque effectivement, elles ont les deux côtés. Mais par contre, il y a des idées qui sont vraies et qui, elles, sont pas utiles. Et au sens où elles sont plus difficiles à porter. Et celles-là, elles sont beaucoup plus difficiles à mettre en avant dans le débat public. Tu vas assez loin d'ailleurs, parce que tu dis les idées utiles. Alors, exemple d'idées utiles, faut prendre aux riches pour donner aux pauvres, par exemple ? Alors, oui, c'est une idée utile. Alors, ça peut être vrai dans certaines circonstances, ça peut être faux dans d'autres. Le diable se loge dans les détails, comme on dit. Ouais. Et donc effectivement, c'est une idée relativement utile, en France du moins. Ça dépend. Après, ça dépend effectivement toujours du contexte dans lequel on se trouve. Mais en France, effectivement, c'est une idée relativement utile de dire qu'il faut prendre aux riches pour donner aux pauvres, oui. Tout le monde est d'accord avec cette idée en règle générale. C'est plutôt l'effet Robin des Bois. Tu l'écris un moment sur ces idées utiles, des théories qui apparaissent plausibles a priori, elles n'ont que le défaut de mal s'accommoder des faits.
Oui. J'adore cette phrase. Ben non, mais c'est quand je vous disais que c'est pas mal écrit, c'est pas mal écrit. Non, mais oui, elle s'accommode assez mal des faits, certaines idées utiles. Et pour autant, elle continue d'avoir pignon sur rue. Et certaines de ces idées utiles, en fait, ont la force de la morale. La vérité morale apparaît plus certaine que la vérité scientifique, tu écris. Oui. Ça arrive souvent dans certains champs des sciences sociales, des sciences humaines et sociales en général, où effectivement on a cette prééminence d'une morale. Et ce qui est assez terrible, c'est qu'il y a ce maniement du relativisme. Et donc, si vous voulez, les mêmes personnes qui vont avoir une vision assez relativiste des choses, par exemple, qui vont remettre en question des données qui sont générales, qui sont produites par l'INSEE, ou même des informations qui sont très bien documentées scientifiquement, avec des vraies analyses propres, bien faites, une analyse statistique bien réalisée. On va remettre en question ces analyses statistiques bien réalisées en disant non, vous comprenez, ça correspond à une certaine prééminence. Orthodoxie. Une certaine orthodoxie. Orthodoxie économique. Voilà, par exemple. Donc on va remettre en question ces idées qui sont pourtant assez bien étayées. Et puis, à l'inverse, il n'y aura pas de relativisme moral. C'est-à-dire qu'à l'inverse, on va dire non, mais attendez, ici, on est tous conscients que le libéralisme, par exemple, le libéralisme économique ne produit que des effets néfastes pour la planète ou néfastes pour la population, notamment pour les pays pauvres, etc. Que sais-je, il y a un florilège ici. Et donc, très souvent, on a une idée qui finalement... On ne remet pas en question cette idée morale. Visiblement, celle-là n'est pas touchée par ce relativisme, alors qu'au fond, c'est une idée qui est parfaitement spéculative, qui demande à être démontrée. Et pourquoi pas d'ailleurs? Peut-être que c'est vrai, mais peut-être pas. Et donc, c'est assez amusant de voir comme cette idée-là, elle, ne sera pas touchée de ce relativisme, alors que le fait bien étayé, lui, le sera. Donc, il y a cette asymétrie qui est assez troublante. J'ai eu cet exemple très récemment avec le blocage des prix. T'essayais de dire... il y a assez peu de choses, et on en reparlera un moment, parce que c'est pas très très loin du bouquin de Pierre Cahuc, qui, alors le titre était peut-être trop provocateur, mais sur le négationnisme économique, ce que tu essayes de démontrer. Et j'essayais de dire, il y a quand même assez peu d'éléments qui sont quand même vraiment bien documentés en économie, mais blocage des prix égale pénurie, égale marché noir, et donc égale en fait prix plus élevé. C'est quand même une séquence qui s'est retrouvée absolument partout, quoi. Voilà. Et t'essayais de dire ça, et la réponse c'était effectivement, mais ça c'est de la doxa, et tire à dire ça au gars qui a plus les moyens de se payer une baguette. Mais ouais, non, Et c'est là où vous dites, en fait, c'est ça le problème, c'est que ces idées utiles sont assez souvent irréfutables. Très compliquées à... Elles sont très difficiles. En plus, elles ont cette particularité de souvent être des idées assez spéculatives. Donc justement, on n'arrive pas à aller chercher des données ou des méthodes. Ça va jusqu'à la méthode, en fait, pour essayer de les battre en brèche. Ça devient très compliqué. Et ces idées spéculatives, normalement, devraient impliquer une forme de modestie. C'est ce que j'essaie d'expliquer. C'est pas de problème avec les idées spéculatives. Enfin, je veux dire, les philosophes, ils font ça depuis la nuit des temps. La spéculation, c'est très bien, et puis on peut en débattre, et puis on peut en discuter, c'est super. Maintenant, il faut arrêter de prendre des spéculations pour des vérités, et donc rester modeste vis-à-vis de ces spéculations. Or, moi, ce que je constate, hélas, bien souvent, c'est pas toujours le cas, mais bien souvent, au lieu d'avoir une modestie, on a des gens qui partent en croisade. Et donc, effectivement, ça pose un certain nombre de problèmes. Et alors, au cœur de ta démarche, il y a un autre élément qui est une forme d'énigme et d'interrogation sur les gilets jaunes. Oui, alors les gilets jaunes, c'est une énigme. C'est quand même assez troublant de voir que ça se produit en France, qui n'est pas un pays particulièrement inégalitaire, voire même qui est un des pays les plus égalitaires. On va y aller, on va raconter ça, effectivement. Voilà. Et donc quand on regarde les données sur le niveau des classes moyennes, puisqu'on pense en règle générale que les gilets jaunes, le portrait robot du gilet jaune, c'est plutôt quelqu'un qui vient de la classe moyenne entre le 2e et 5e décile. Allez, on peut aller jusqu'au 6e, peut-être quelques personnes dans le 7e décile maximum. Donc on est plutôt des gens qui sont dans cette classe moyenne. Et quand on regarde l'évolution des revenus dans cette classe moyenne, c'est pas nécessairement les personnes qui ont le moins profité. Mais ne fais pas toi-même du relativisme, enlève-le nécessairement. Ouais. Ce ne sont pas, les données, les chiffres, la science vous dit, ce ne sont pas les victimes du développement du libéralisme. Il faut regarder par les sous-catégories. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce nécessairement. Parce mais je veux pas, parce que c'est ça qui est et pour ça, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que tu poses la question au départ, tu vas aller regarder, et donc on va voir niveau de vie, inégalité, répartition capital-travail, et à la fin, tu vas reposer ta question avec des éléments de réponse qui sont des éléments de réponse intéressants. Mais alors, allons-y. Niveau de vie. Donc, en gros, tu l'écris, et en plus, c'est le sujet aujourd'hui, là, en ce moment même. La classe moyenne est la grande gagnante en France des 20 dernières années.
Des 30 dernières années. Même. Des 30 dernières années. Ouais. T'écris des 20 dernières années. Mais alors vas-y, Ouais, étends-le aux 30 dernières années. Ouais. La croissance économique a plus profité à l'adulte médian qu'aux autres catégories de la population prises toutes ensemble, et ce, malgré la prise en compte des revenus cachés dans les paradis fiscaux. La France est, avec la Belgique et l'Espagne, un des seuls pays dans cette situation. Ah ouais, effectivement. Et quand on regarde la courbe par catégorie de revenus, donc par décile, par percentile, on se rend compte qu'effectivement, on a une sorte de courbe où la classe moyenne, on voit le taux de croissance de leur niveau de vie, du niveau de vie après impôt. Donc ça fait une courbe un peu comme ça, au-dessus, qui décroît à la fin, donc sur les déciles, les déciles supérieurs, qui laisse suggérer que effectivement, les riches, les plus aisés, sont pas du tout les gagnants des 30 dernières années. Et en particulier à partir de 2008, puisque la crise a particulièrement touché les catégories de revenus supérieurs, en fait. Voilà. Et paradoxe dans le paradoxe, parce que ils étaient quand même, enfin, ça a été l'une des étincelles du début des Gilets jaunes, c'est la CSG sur les retraites. Et alors tu dis justement, depuis 2008, c'est ça, Guillaume, les retraités alors sont les grands vainqueurs de l'ensemble des arbitrages économico-politiques. Voilà, on a une croissance qui est très faible, de 2008 jusqu'à 2018, en gros, puisque les données s'arrêtent à peu près en 2018. 2019, ça dépend. Et puis, effectivement, donc, sur cette période-là, on voit que ce sont les retraités qui, le peu de croissance qui apparaît, qui en fait prennent toute cette croissance pratiquement. Il reste pratiquement plus rien pour les actifs. Donc, en gros, effectivement, il y a une croissance d'environ 0,2-0,3% en moyenne annuelle, et elle est distribuée pratiquement exclusivement aux retraités, aux plus de 60 ans. Ouais. Voilà. Alors qu'ils sont retraités, c'est pas nécessairement le revenu de leur retraite, c'est parce que les plus de 60 ans ont aussi des revenus du capital, notamment le capital immobilier, mais pas que, qui peuvent être assez confortables. Et puis de l'autre côté, on a vu, du fait de la crise des subprimes aussi, un niveau de vie, un taux de chômage qui a augmenté. Oui, et alors, non, mais tu mets là, il y a un point d'interrogation, un des premiers points d'interrogation, parce que quand même, les Gilets jaunes, justement, on est objectif, ils ont existé. Donc il y a un sujet, et tu dis, il y a peut-être un sujet du côté de l'immobilier, du côté du logement. Or, les retraités sont quand même assez massivement propriétaires. Ils sont propriétaires, très massivement. Pas tous, bien sûr. Non, bien sûr. Mais ils sont massivement propriétaires, c'est des frais en moins. Ils ont un revenu garanti. Alors que pour les actifs, effectivement, ça a été beaucoup plus compliqué. Ils ont des difficultés à pouvoir se loger. Le prix de l'immobilier a augmenté, notamment dans les grandes villes, on le sait. Contrairement à ce qu'on croit, les APL n'ont pas particulièrement profité aux loueurs. C'est plutôt les propriétaires qui ont reçu la plus grosse masse. Mais là encore, pareil, tu fais du relativisme. Alors que tu l'écris, tu le démontres, les APL rentrent directement dans les prix. Voilà. 60%. 60%. Voilà. Voilà. C'est pas moi qui le dis, en plus, c'est un travail de Gabriel Fac qui est très bien fait et qui le montre. Voilà. Et donc de ce point de vue-là, on voit bien que pour cette catégorie de population, actifs entre, on va dire, 30 et 50 ans, on a des difficultés qui sont particulières et qui peuvent en partie expliquer les Gilets jaunes. Mais en partie parce qu'en réalité, quand même, quand on regarde encore un peu plus dans le détail, on voit quand même les Gilets jaunes sont plutôt des populations qui sont pas dans les grandes villes, qui sont plutôt soit en campagne, soit dans du périurbain. Ouais. Et donc, il y a encore une fois ici quelque chose de spécifique. Mais on va y aller, parce que tu as des éléments d'explication qu'on verra à la fin. Deuxième point donc, que tu regardes, et encore une fois, alors, je ne vous ai pas abreuvé de l'ensemble des graphes qu'il y a dans le bouquin de Guillaume, mais tout ça est évidemment, vous pensez bien, très sérieusement étayé. Le deuxième point, c'est les inégalités. Là encore, je te cite, elles ont rarement... Alors là, pour le coup, je ne savais pas. Elles ont rarement été aussi basses en France, alors qu'elle restait forte dans les années 60. Ah oui. Ça c'est une grande croyance française qui est assez terrible. C'est-à-dire qu'on a cette croyance que pendant la période de l'État-providence, les inégalités étaient faibles, que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, de manière assez candide. Ouais. Et en fait, quand on regarde les données elles-mêmes, on se rend compte que c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas, notamment après impôt. Et c'est très intéressant de regarder après impôt parce qu'on se rend compte que, en réalité, le niveau de taxation dans les années 60-70 était beaucoup plus favorable aux plus riches que ça ne l'est aujourd'hui. Voilà. Et donc là, ça bat en brèche quand même deux idées reçues qui sont assez fortes et qu'on a vraiment beaucoup de mal
à remettre en question dans le débat public. C'est-à-dire que justement, cette croyance que la période de l'État-providence était idyllique pour les plus pauvres, compte tenu de la manière dont on répartit le gâteau, hein, ce qui est faux, et qu'on avait un système de taxation qui était bien meilleur pour les plus pauvres, parce qu'on taxait plus les riches. En réalité, c'est faux aussi. Donc, le problème, c'est qu'on se focalise toujours sur l'impôt sur le revenu. Il n'y a pas que l'impôt sur le revenu, en fait. Donc, voilà. Et donc, c'est marrant, d'ailleurs, que c'est sous Hollande que finalement le système d'imposition est pratiquement, en tout cas sur le revenu, hein, qui est sur l'ensemble des revenus, puisque c'est composé de plein de types d'impôts différents, et pour la première fois progressif. Totalement progressif, voilà. Et donc, on a dit que Hollande était pas de gauche. Bah, finalement, si, il était bien de gauche. C'est la première fois. Parce que c'est lui qui a renforcé par le niveau de taxation du capital, la progressivité de l'ensemble de la taxation. Macron a remis en question quand il est arrivé, pour le coup, mais pour des raisons qu'on peut comprendre, hein, mais en tout cas, sous Hollande, finalement... Ah bah oui, qu'on peut comprendre, parce que ça commençait à arrêter la machine économique. Enfin, en tout cas, c'était le risque. C'était le risque. Mais ça, c'est assez spéculatif aussi, pour le coup. Tout à fait d'accord. Voilà, c'est assez spéculatif, parce que la théorie du ruissellement est assez spéculative aussi. Mais c'est pour ça qu'il faut rester modeste vis-à-vis de cette théorie aussi, ouais, pour le coup. Ouais. Ouais. C'est dur à démontrer. C'est pas vraiment la théorie du ruissellement, c'est plus simplement oui, c'est une forme de, mais c'est juste une théorie d'activité quelque part à un moment et de concurrence mondiale. Enfin, c'était les deux éléments qui mettaient en avant concurrence mondiale pour la baisse de l'impôt sur les sociétés et financement de l'activité et poursuite de financement de l'activité pour effectivement le prélèvement forfaitaire libératoire, parce que je pense que c'est à ça que tu fais allusion sur la fin de l'ISF. Non, mais il y a des explications, hein, et puis il y a de la théorie derrière, évidemment, mais, ça reste à être démontré. Et voilà, c'est ça. C'est sur ces éléments-là, effectivement, on peut rester tout à fait modeste. Mais le plus surprenant, là, j'avoue, même toi, en fait, tu dis des trucs que tu contredis un petit peu dans la suite du bouquin. C'est le moment où mais on se rend bien compte, c'est sur l'ascenseur social. Oui. C'est-à-dire que tu dis d'un côté, mais c'est pas, vous allez voir, c'est pas contradictoire. Tu dis, l'ascenseur social n'a jamais été aussi rapide dans notre pays, et néanmoins, dans la fin sur les solutions, il faut que je retrouve ça, tu dis le déterminisme familial est sans doute ce qui pèse le plus lourd aujourd'hui en France. C'est-à-dire qu'en fait, c'est soit on regarde en niveau, soit on regarde en variation. Donc c'est pas contradictoire. C'est que dans un cas, je regarde en niveau, dans l'autre cas, je regarde en variation. Ouais. Dans ta première phrase, je raisonne en variation, et dans la deuxième phrase, je raisonne en niveau. Ouais. C'est-à-dire qu'on a un niveau de déterminisme en France qui est très fort, qui est un des pires de l'OCDE. On va pas se mentir. Voilà. On a un des pires. Donc on a un déterminisme familial. Déterminisme social en général, c'est-à-dire que voilà, quand on est fils de cadre, on a beaucoup plus de chances de devenir fils de cadre que lorsqu'on est fils d'ouvrier et vice-versa. Donc ça, c'est un des points, mais même ça marche aussi quand on regarde les revenus. Hein, parce que bon, dans cadre, on peut mettre ce qu'on veut, donc c'est un peu compliqué. Mais même quand on regarde les revenus, en fait, il y a un très fort déterminisme. Mais c'est pas parce qu'il y a un fort déterminisme que la tendance est mauvaise. Donc effectivement, on a plutôt une tendance à l'amélioration. Une amélioration qui n'est pas très rapide, il faut bien le constater. Hein, donc on a une amélioration, mais qui est lente. Encore une fois, c'est bien meilleur que nos années 70 et les années 60, où le déterminisme était, d'après les données, beaucoup plus fort. Voilà, encore une fois, une croyance... Ça avère vraiment, mais même moi, je l'avais... Et donc, d'après les données de l'INSEE, hein, et en tout cas, donc on a une amélioration, mais quand même, malgré cette amélioration, la France est un pays très déterminé. Et ça c'est assez inquiétant. Et d'ailleurs, ça peut justement être un des éléments de réponse du pourquoi les gilets jaunes. Et tu dis, et ça, c'est ça qui est très intéressant, c'est donc cette croyance que les choses se dégradent globalement, voilà, alors qu'elles s'améliorent, écris-tu, c'est très intéressant, un discours ultra déterministe, très prévalent en France, expliquant qu'il n'y a pas d'issue possible pour les plus défavorisés, décourageant alors ces derniers de tenter de s'extirper de leurs conditions. Non seulement ce discours est faux, mais il est nuisible car il reproduit par ses défauts la démotivation de la hiérarchie sociale. Ouais. Oui, c'est bien. Hein. Ouais. C'est toujours l'auteur, quand on le cite, il est toujours un peu surpris. J'ai écrit ça, moi. Mais ma femme m'a relu plusieurs fois et je lui rends hommage parce que je peux vous assurer qu'elle m'a beaucoup aidé. Hein, donc, non, mais c'est très clair. Mais effectivement, bon,
il y a un petit côté spéculatif dans ce que je dis là, mais quand même, ça interroge parce que c'est vrai qu'on a un discours ultra déterministe quand même qui nous dit ça va de pire en pire, c'est de pire en pire, et effectivement. Tu cites cette stat là, cette stat, donc une affiche du Secours populaire exposant qu'il faut 6 générations pour sortir de la pauvreté en France. Les données de cette affiche s'appuient en réalité sur une simulation de l'OCDE, extrapolant le nombre de générations nécessaires pour un individu né dans le groupe des 10% les plus pauvres. Cette affiche est certes louable, mais elle diffuse une statistique erronée. Elle est erronée, cette statistique. Elle est clairement erronée. Elle est erronée parce qu'en réalité, c'est pas ce que disent les données de l'OCDE. Exactement. Voilà. Donc... mais d'ailleurs, il y a eu une récente étude de l'INSEE qui va dans ton sens, qui est sortie, je crois, il y a un mois. Et je dois avouer que à chaque fois que j'en ai parlé autour de cette table, j'ai reçu au mieux une moue dubitative. C'est très très compliqué en fait. On est exactement dans ce que tu décris au départ, d'idées vraies, mais qui sont très très difficiles à démontrer. Mais, dernier point, ce que tu expliques, c'est que quand bien même il y aurait l'ascenseur social serait en panne ou en tout cas très très lent, ça n'est pas le fait du libéralisme ou de la structure en fait d'entreprise, c'est, dis-tu, l'importance de l'administration et des filiations et non du système de marché qui freine la mobilité. Oui, à bien des égards, quand on regarde les choses assez froidement, d'ailleurs c'est un autre livre de Thomas Philippon qui est excellent, qui est donc sur le capitalisme d'héritier. Absolument. Et donc finalement, moi ici, je réinvente la poudre. C'est lui qui le dit le mieux sans doute. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a un capitalisme familial qui est très déterminant, que ce soit par l'effet des successions, donc des entreprises elles-mêmes, mais aussi parce que les postes au niveau des directions, notamment des PME, mais pas que, sont attribués nécessairement à la famille. Ouais. Mais ce climat familial, il dépasse même le cadre de l'entreprise familiale, parce que quand on regarde... Quand on va dans le sud de la France, c'est assez terrible, c'est assez terrifiant. Vous allez vers Narbonne, et puis vous vous rendez compte que, il y a des positions, des postes qui sont octroyés assez facilement à des gens parce que c'est souvent la famille, c'est des proches. Donc il y a une sorte de cooptation. Népotisme. Une forme de népotisme. Népotisme élargi, on va appeler ça comme ça. C'est quasi néo-féodal, et c'est assez terrible. Et ajoutons quand même, juste d'un mot, mais ajoutons quand même que l'impôt sur la fortune c'est l'un des effets pervers de l'impôt sur la fortune, où on était obligé de mettre un enfant à une poste de direction pour qu'il soit exonéré du paiement de l'ISF si on voulait que le capital de l'entreprise reste dans la famille. Le môme, il n'était pas toujours compétent pour diriger la boîte. C'est la tragédie de la troisième génération. Exactement. Tout à fait. Ce qui est autre paradoxe sur lequel tu insistes, mais pourquoi diable les Français sont-ils contre la taxation de l'héritage ? Alors que là, on a un moteur d'ascenseur social. Et ça, c'est assez surprenant parce que même les gens très à gauche. Mais oui. C'est qu'on voit les statistiques, c'est-à-dire que 70% des gens qui votent, par exemple, LFI, sont contre la taxation de l'héritage. C'est dingue. C'est assez incroyable. C'est assez incroyable parce qu'en réalité, s'il y a bien un endroit où les inégalités ont augmenté, c'est bien le patrimoine. Mais oui. Donc les inégalités de patrimoine ont bien augmenté. Pour le coup, Piketty l'a montré de manière parfaitement claire. Du fait de la hausse des prix de l'immobilier, en grande partie. En grande partie. Mais so what ? Oui, mais bien sûr, mais évidemment. Et donc, effectivement, sur ces questions-là, il y a un tabou, il y a un blocage. Et on n'arrive pas à passer ce blocage. Et même des gens... des économistes ou des gens qui travaillent dans les sciences sociales qui sont très marqués à gauche et qui le disent que en fait la taxation des patrons, peut-être que ça pourrait être un certain levier, ça passe pas, quoi. C'est incroyable. Ça passe pas. Alors je sais pas, les gens se projettent. Même chez les libéraux, je peux te dire que j'ai eu des débats homériques sur la taxation de l'héritage. Un certain nombre de libéraux, c'est déjà taxé, tu veux retaxer un truc déjà taxé ? Bah oui. Mais c'est fou. Parce que le talent n'est pas rarement héréditaire, en fait. Répartition capital-travail. Là aussi, je te cite, la France apparaît comme le pays dont la part du capital est la plus faible. Alors, part du capital, j'ai pas dans la valeur ajoutée. Est la plus faible de tous les pays occidentaux. Ouais.
Non, on a une part du capital qui est très très faible. Encore une fois, on voit bien cette méthode aussi qu'on entend souvent dans les médias de dire oh, regardez, on prend les revenus du CAC 40. Mais c'est du cherry picking, c'est ce que j'explique justement. On prend cette statistique, alors qu'on a des données générales qui existent, autant aller regarder les données générales. Le revenu du capital, c'est pas que le revenu des entreprises du CAC 40. Mais bien sûr. D'ailleurs, les actionnaires des entreprises du CAC 40 sont en règle générale pas nécessairement Enfin, ça dépend des entreprises. Déjà, ils sont très peu en France. Quand même. Et ils ne sont pas tous en France, il y en a une grande partie qui est en France, absolument. Donc c'est une statistique qui finalement, quand ensuite on veut s'intéresser à la question des inégalités, n'est pas opératoire. Voilà. Donc autant aller regarder directement les statistiques de répartition qui sont enfin je veux dire, la comptabilité nationale, c'est quand même un outil fantastique, c'est assez incroyable. Et on a des données générales qui existent, il suffit d'aller chercher et de faire un petit peu le boulot, quoi. Et quand on fait un peu le travail, on se rend compte que, bien effectivement, la part du travail en France... Elle n'a pas diminué. Hein. Mais elle a même augmenté. Elle a même plutôt augmenté. Ouais. Attends, je vais aller te retrouver ça. Tout dépend de l'année de référence. Voilà, c'est ça. Alors ça, c'est un point très très important que tu fais au début de ton bouquin. Donc tu l'as dit d'un mot, et c'est vrai que là, je ne savais pas si on aurait le temps, mais on a le temps, l'histoire du cherry picking. C'est-à-dire que c'est vrai aussi que les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. C'est-à-dire que c'est vrai aussi qu'il est très facile de manipuler une suite statistique avec le point d'entrée, avec le point de sortie. Non, l'année de référence est déterminante. Si on prend 1980 comme année de référence, on arrivera à faire dire ce qu'on veut. On arrivera à faire dire qu'il y a une augmentation des inégalités, on arrivera à faire dire que la part du travail a diminué, on arrivera à faire dire plein de choses, parce qu'en réalité, toutes ces années, début des années 80, sont des années assez particulières du fait de l'hyperinflation qu'on observe. On a des taux d'inflation de 10-12% qui entament largement les revenus du capital et qui n'ont effectivement c'est assez logique finalement. Si on entame les revenus du capital, la part du travail augmente, quoi. Hein. Donc c'est pas terrible de prendre cette année de référence. Pour toi, la bonne référence, c'est 90. Il faut commencer 90 ou 70. Ou 70, ouais, voilà, c'est ça. C'est bien, soit 10 ans plus tôt, soit 10 ans plus tard. Je pense qu'effectivement, pour moi, c'est une meilleure référence. Ouais. Et donc, là j'ai répartition de la valeur ajoutée des sociétés non financières, hein, qui est la clé qui est exactement ce dont on parle. 64-77% en 90, donc rémunération des travailleurs. 63-45 en 2000, 65-57 en 2010, 65-61 en 2017. C'est d'une grande stabilité, en fait. On a du 2/3 assez régulièrement, ce qui vient valider d'ailleurs certaines hypothèses qu'on a dans la théorie économique. Hein, quand on fait les calculs de répartition, on fait du 1/3, 2/3. Là, on a à peu près ça, qui est relativement stable en France. Voilà. Donc, on arrive à la fin de cette... Alors, tu parles aussi de la finance, etc. Enfin bref, mais la fin de la petite enquête, finalement, que tu t'étais toi-même fixée, les Gilets jaunes. Et tu écris « L'inertie semble être le plus grand pourvoyeur de mécontentement de notre société ». Ah oui, sans doute, oui. Sans doute, parce que effectivement, il y a, comme on en parlait tout à l'heure, il y a un déterminisme qui est fort et c'est peut-être cette en plus, il y a deux choses. Quand on voit que les revenus de nos aînés augmentent, sont les seuls à augmenter depuis oui, mais ça, on le voit pas. Personne. Mais ça, personne le voit. Ça, c'est écrit dans les données, mais tout le monde pense qu'en fait, en plus, on va être dans la misère quand on sera à la retraite. Non, c'est pas le cas. Et voilà, c'est loin d'être le cas. C'est pas le cas. Il y a certaines personnes qui peuvent le constater in vivo, hein. Mais effectivement, on a ça d'à côté, et puis donc on a des actifs qui ont vu leurs revenus relativement stagner, et en plus de ça, un déterminisme qui fait qu'ils se sentent un peu piégés finalement. Comment je m'extrais de cette situation, voilà, même en faisant des efforts, on m'assène à longueur de journée que même en faisant des efforts, de toute façon, c'est foutu. Donc il y a une colère qui monte, quoi. Hein. Et c'est vrai que c'est le grand contraste avec des pays, par exemple, comme les pays scandinaves, où pourtant les inégalités ont plus augmenté dans les pays scandinaves. Mais voilà. Là, en ce moment, je suis en train de lire le livre de Laetitia Strauss-Munard, par exemple. Elle nous dit, c'est quand même assez bizarre. Il faudrait se poser la question, pourquoi est-ce que tout le monde va aller travailler en Angleterre alors que les inégalités sont si élevées et que tout le libéralisme est si prégnant et que c'est si mauvais, a priori, dans le discours. C'est vrai que les migrants, ils ont plutôt envie d'aller en Angleterre travailler que plutôt rester en France. Mais ça veut dire que, quand même, le cœur de ta thèse, même si tu l'écris pas comme ça, enfin, tu l'écris d'une phrase un tout petit peu complexe, mais qui permet de méditer. Notamment au regard de ce qui s'est passé aux États-Unis avec la révocation du droit à l'avortement. La gauche identitaire apparaît comme l'ennemi de la gauche républicaine et non de la droite conservatrice, avec laquelle elle partage nombre d'éléments rhétoriques et méthodologiques, notamment
le fait de surévaluer l'importance de l'être sur le faire. Oui, c'est ça, c'est encore, c'est presque un autre débat, c'est un sujet à part entière. Non, c'est pas un autre débat, parce qu'en fait, cette inertie, c'est toi, tu es ça, tu resteras ça, et tout ce qu'on peut essayer de faire, c'est te rendre fier de rester ça. C'est ça. Voilà. Mais certainement pas t'en sortir. On a une prééminence du statut. Qui d'ailleurs coïncide avec... Mais que tu sois en bas ou en haut, le statut. Voilà, une certaine vision corporatiste de l'économie et du monde social en France. Et ce déterminisme, mais il marche aussi quand on regarde pour les grandes écoles. Hein. Mais bien sûr. On est polytechnicien à vie et on a l'impression qu'on n'a plus besoin de faire ses preuves. Aux États-Unis, c'est exactement l'inverse. C'est parce qu'on a fait Harvard qu'on n'a plus besoin de faire ses preuves. C'est juste que tu as fait Harvard, c'est très bien, on va te donner peut-être une chance, voilà, c'est un signal, quoi. Mais si tu es nul, tu pars, quoi. Hein. Et tu vois, c'est ça qui est... On est au bout de cet entretien et c'est parfait. Macron, quand il débarque en 2017, il nous dit qu'il va... En fait, ça va être ces phrases qui ont été sans doute maladroites, etc. Traverse la rue, ceux qui ne sont rien, machin. Oui, mais c'est le faire. Ouais, c'est le faire. En fait, il était sur le faire. En fait, on peut se sortir de toute condition à partir du moment où, alors l'État met évidemment à ta disposition les outils pour que tu le fasses, et à partir du moment où tu te lèves. Ouais. Et force est de constater que c'est peut-être ça, cet échec, en fait, tu vois. Donc prenez acte, les Gilets jaunes. Ouais, c'est un échec. Et puis Macron, il faut bien remarquer que c'est peut-être pas un virage à 180 degrés, mais au moins à 90. Oui. Et donc, de ce point de vue-là, il a mis ça de côté. Mais bon, on peut le comprendre. Il y a des raisons électoralistes aussi. Et puis, il y a un climat social qui fait que c'est très dur d'avancer à contre-courant. C'est-à-dire qu'il y a un climat de discours qui nous dit les inégalités se creusent, les classes moyennes sont les grandes victimes et les capitalistes se goinfrent. Ouais. Et il faut 250 pages pour démontrer le contraire. Voilà. C'est ça qui est très compliqué. Essayer de le démontrer du moins. Je crois que si on est de bonne foi, c'est compliqué de sortir de ton bouquin. Au moins on se gratte la tête, quoi, je pense. Au moins on se dit, il y a quelque chose là. Ouais. J'espère que ça a joué un peu ce rôle, Bouquin d'utilité publique. Bon, merci. Merci Guillaume. Guillaume Bazot, donc, qui nous accompagnait. On va remettre, si on peut, la couverture du livre, L'épouvantail néolibéral, un mal très français. Et en plus, donc, comme je le disais, c'est bien écrit, ce qui ne gâche rien. Les amis, on se retrouve demain avec un nouveau numéro de Bismart.